Homme politique camerounais, il n'a pas pour habitude l'atténuation. Il est le président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, animé par le sentiment upéciste. Il ne craint pas de vomir au néocolonialisme ses méfaits sur le continent africain, mais aussi à ses propres collègues. Confrères politiques, leur inutilité, tant qu'ils ne se battent pas pour les desiderata du peuple souverain. Anissé Ekane est l'invité de l'émission Le Point du Guest sur For You Télévision ce 12 octobre 2022. On relaie également sur notre radio 96.3 FM For You Radio et nos différentes plateformes For You Media Africa. Bienvenue à tous, Le Point du Guest démarre tout de suite. Bienvenue à tous, vous nous recevez chez vous. On dira bienvenue également à notre invité très particulier d'ailleurs ce soir. Anissé Ekane, vous êtes homme politique et président du Manidem, je le disais dans mon propos liminaire. Bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir, c'est une présentation de l'invité tout à fait provocatrice. Sur un dessin. Et Dieu sait comme je peux être provocatrice sur un plateau tant qu'il est question de vous faire dire ce que vous avez réellement dans le cœur. Bon, oui, je le dis indépendamment de la volonté de l'intervieweur. Je pense qu'il faut dire la vérité. Et un proverbe chinois dit que la vérité, ce n'est pas la vérité qui pique. C'est les gens qui se sentent piqués par la vérité. Et ce soir, bien sûr, on parle de manière véritable et surtout véridique. Alors, avant de commencer notre échange de plein pied, je vais le dire ainsi, une présentation brève du Manidem. Alors, nous sommes une organisation upéciste, dans ce sens que nous avons créé le Manidem le 3 mars 1995, des cadres de l'UPC. L'UPC combattante, celle qui était en clandestinité, qui a repris le flambeau après l'assassinat de Wandi le 15 janvier 1971. Nous avons créé le Manidem le 3 mars 1995 pour sortir un peu de cette bataille mystico-religieuse, juridico-politique autour du sigle, qui jusqu'à aujourd'hui donne les effets pervers que tout le monde voit et qui ne permettent pas au développement de la philosophie upéciste, l'upécisme adapté à notre époque. Eh bien, il s'agit également de rappeler que vous partez, on vous l'a souvent prêté, de l'UPC pour le Manidem. Je le disais dans mon propos liminaire, vous êtes... J'ai adhéré à l'UPC en 1973. Je suis un upéciste pur et dur. Un upéciste... dans l'âme. Je vais dire structurel, dans ce sens que toute ma vie, toute ma pensée, toute ma démarche politique a été structurée par l'upécisme. D'accord. Voilà. Eh bien, il y a 3 ans, Anissé Ekane, que le grand dialogue national a eu lieu au Cameroun. Celui-ci aura donc permis de mettre sur la table la crise sociopolitique qui se vit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Au Cameroun, après ce temps écoulé, on est en droit de se demander tout de même où en est-on. Mais je pense que le grand dialogue était un épisode dans la solution de la crise sociopolitique et sécuritaire de la zone dite anglophone. Il a permis une sorte d'exorcisme politique général, que les gens puissent s'exprimer. Bien sûr que le dialogue était encadré, c'est le contraire qui aurait été surprenant, et plusieurs résolutions ont été prises. Oui. Personne de sérieux ne pouvait s'imaginer que à la sortie du palais de congrès, tout allait être résolu comme d'un coup de baguette magique. Bien sûr. Il y a le DDR, la commission de désengagement et de réinsertion. Il y a le plan de reconstruction du NOZO. Il y a eu les statuts spéciaux accordés
aux deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et il y a eu la décentralisation, qui est en réalité la possibilité que nos compatriotes de la zone anglophone puissent vivre avec les spécificités liées à une histoire légèrement différente de la nôtre. Donc, 3 ans après, si on fait le bilan, la vie reprend ses droits dans ces deux régions. La vie sociale, la vie politique, la vie économique, la vie scolaire. Les chefs reprennent leur territoire. C'est vrai qu'il y a encore des attentats, mais c'est le résidu de la débâcle sur le terrain militaire. Et le terrorisme, les pays occidentaux le gèrent depuis des dizaines d'années. Il faudra encore un peu de temps pour qu'on puisse complètement éradiquer cette, j'allais dire, cette ambiance, cette terreur organisée des bandes terroristes ambazoniennes, si on peut les appeler ainsi. Oui. Mais je crois que on n'est plus en 1996. On n'est plus il y a 3 ou 4 ans où à longueur de mois on comptait les morts, les gens, les réfugiés internes continuent à quitter le territoire. Aujourd'hui il y a plutôt un retour vers ces terres, vers leurs terres. Voilà, donc on peut estimer que tout n'est pas pour le mieux, mais que la situation se normalise petit à petit. Vous savez, c'est facile de déclencher des hostilités ou une guerre. C'est plus difficile de l'arrêter. C'est comme la maladie, j'ai appris ça le comprimé, la maladie vient au galop, mais ça va au pas. Eh bien, peut-être on aurait dû commencer par là. Déjà, votre réelle pensée, aussi bien à l'annonce de l'organisation du dialogue national au Cameroun, mais également pendant qu'il se déroulait et aussi à la fin. Quel était votre état d'esprit? Quelle était votre réelle pensée à ce moment? Nous avons, lorsqu'on a annoncé le dialogue, envoyé un mémorandum au Premier ministre où on lui exposait nos solutions par rapport à cette crise sécuritaire sociopolitique. Un certain nombre de considérations ont été prises en compte, notamment la commission de désarmement et de réinsertion dont nous avons esquissé des contours dans notre proposition. Nous pensions que c'était une bonne chose. Vous savez, lorsqu'il y a ce genre de problème, de mal-être, de malaise, de malentendus dans le vivre ensemble, il vaut mieux que les gens s'asseyent, comme dans une palabre, se parlent ouvertement, peut-être de façon vive, mais il faut toujours le faire. C'est la suite qui déterminera dans les années futures. Il ne faut pas être très pressé. Si le grand dialogue avait été vraiment une très bonne chose, et si peut-être faut organiser la suite du grand dialogue, peut-être un deuxième grand dialogue pour faire le bilan, l'évaluation et ajuster en fonction des problèmes qui continuent de se poser. Beaucoup de grands dialogues, beaucoup de dialogues nationaux en Afrique, beaucoup d'inclusion qu'on impute bien sûr à ces assises nationales, mais au fur et à mesure que le temps passe, on tarde à voir l'objectivité et même l'implémentation sur le terrain. Est-ce que c'est dire que ces dialogues sont réellement la solution aux problèmes ou alors, oui, aux problèmes de fond en Afrique? Lorsqu'il y a des antagonismes, il faut dialoguer. Oui. Il est national parce qu'il concerne toute la nation. Ce ne sont pas les deux zones du nord-ouest et du sud-ouest qui pâtissent de cette crise. Tout le pays est stressé par cette crise. Les points d'indice sur la croissance économique, on en perd au moins 2 à cause de cette crise. Les échanges entre les deux zones ne sont plus ce qu'elles étaient avant cette crise. Limbe est une zone balnéaire extraordinaire.
Mais bon, ça posait longtemps des problèmes pour que l'afflux des gens vers la mer à l'UNB continue de se faire comme auparavant. Donc, c'est tout le pays qui est stressé. Donc, normalement, c'est tout le pays qui doit dialoguer. Mais la responsabilité de l'implémentation de ce dialogue, des résultats ou des considérations de ce dialogue, relève de l'exécutif. Et donc, c'est à lui qu'il faut peut-être demander des comptes, finalement. Poser des questions et ajuster, faire d'autres propositions. On a toujours l'impression dans ce genre de situation, je disais tout à l'heure, que ça va tout doucement. J'ai dit que c'est comme la maladie. La maladie, elle vient au galop. Et les guerres aussi viennent au galop. Mais bon, elles se rétrécissent, elles se dissolvent, elles se règlent ou pas, tout doucement. Parce que ça laisse toujours des traces, il y a toujours des dégâts collatéraux qu'il faut résorber, et ça laisse des ressentiments, il faut pardonner, il faut organiser des chances de pardon, de repentance, etc. Tout ça laisse des traces dans les populations, dans l'esprit même de la nation qui souffre de ces distensions, de ces déchirements, de ces morts par milliers. Eh bien, on reparle de ce statut spécial aujourd'hui. Où en est-on donc avec ce dernier concernant ces deux zones? Et puis après celle-là, on reparlera de cette décentralisation. Bon, le statut spécial, il a été réclamé en réponse à ceux qui prônaient un fédéralisme immédiatement. Et c'était une disposition constitutionnelle. On ne l'a pas inventée. De ce que nous on en sait, il a été bien perçu. Mais cette modification, cet ajout spécifique aux deux régions a été bien perçu par la population qui cherche à l'implémenter avec les dispositions qui permettent qu'on tienne compte un peu plus de la configuration socio-ethnique du coin, que les chefs traditionnels aient une chambre à part, qu'il y ait un médiateur de la République pour régler les conflits et les dégâts collatéraux de cette guerre. Je crois que ça se met tout doucement en place. Ce n'est jamais évident de reconstruire une zone qui sort de la guerre, qui est même encore en but à des aspects guerriers et de terrorisme. Ce n'est jamais facile. Malgré tout le mal que nous pensons du gouvernement, ce n'est pas une tâche facile, il faut le dire. Oui. Et il faut continuer à poser des problèmes, à évaluer, à lui poser des questions pour que la vitesse s'accélère au niveau de la reconstitution de cette zone, pour le plus grand bien de notre pays, puisque les zones à côté de ces deux zones anglophones souffrent de cet afflux de réfugiés, tout le pays, puisque bon, il y avait des échanges entre les étudiants de cette zone francophone vers la zone anglophone et vice-versa. Tous ces échanges ont été plus ou moins stoppés. Il faut reprendre ça pour continuer à faire l'intégration dans notre pays. Eh bien, on parle de la fameuse décentralisation au Cameroun. Celle-ci avait été longuement demandée et d'ailleurs était un peu placée comme une sorte de solution à cette situation chrysogène du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Aujourd'hui, lorsqu'on évalue, est-ce qu'on peut donner un bilan plutôt positif ou alors c'est un statu quo? Je pense qu'il faut restituer la décentralisation dans le cadre de la nature de ce régime. Oui. Ce régime est un régime néocolonial. Il ne faut pas attendre de ce régime néocolonial jacobin, puisqu'il est néocolonial, puisque la colonie est très jacobine. Il ne faut pas attendre que la décentralisation ait la même contenance, le même allant, la même dynamique que si on avait affaire à un autre régime, à un autre État. Donc, il faut situer les choses dans le contexte. On se doutait bien que
c'est pas de gaieté de cœur qu'un État jacobin cède ses prérogatives aux régions, accompagner les prérogatives en compétences, mais et surtout des prérogatives financières aux régions décentralisées, comme c'est le cas actuellement. Donc il faut tenir compte du contexte. Ce qui est important, c'est que c'est mis en place. Ce qui est important, c'est que les populations principalement concernées se servent de ces dispositions formelles pour pousser, pour forcer le passage, pour amener l'État jacobin à ne pas retirer d'une main ce qui avait été cédé de l'autre. Voilà. C'est un processus permanent, c'est une lutte, ce sont des antagonismes entre la décentralisation et le jacobinisme. C'est une permanence du plus et du moins, mais c'est cette lutte-là qui, en définitive, fait avancer les choses. Eh bien, s'il fallait reparler de cette, non seulement de l'aspect politique au Cameroun, là je me penche particulièrement et spécialement sur le pan de l'opposition, il faudrait peut-être demander à vous, Anissé Kane, entre peut-être 1990 et aujourd'hui, quel peut être le regard que vous portez sur l'opposition à laquelle d'ailleurs vous appartenez aujourd'hui au Cameroun? Je pense que de 91-92, où l'opposition avait le vent en poupe, où il y avait une dynamique politique de victoire, aujourd'hui, bon, la situation s'est beaucoup dégradée. Le fait qu'on n'ait pas gagné la place des Toudi en 90, 92, alors que pour nous, nous avions gagné au niveau des urnes, qu'on n'a pas pu transformer l'essai pour différentes raisons, structurelles et conjoncturelles. Ça a été comme un boxeur qui a reçu un coup, il est sonné. Si vous y ajoutez les dérives des dirigeants politiques qui ont participé à la dynamique politique de victoire en 92, essentiellement le SIF qui a voulu accaparer cette victoire, pensant que en jouant solo, ça va positionner son parti, ses cadres, ses militants. Aujourd'hui, c'est le contraire qui s'est produit. Donc, il faut reconstruire la dynamique populaire de victoire. Il faut sortir des tendances de repli, de messie, des démarches messianiques de dirigeants communautaristes qui pensent plutôt à asseoir des positions politiques, députés, conseillers municipaux, conseillers régionaux, qu'à l'intérêt général, à savoir changer de rapport de force sur le terrain avec le RDPC. J'ai dit l'autre jour dans une autre émission que si on avait imaginé lors des élections législatives après 92 qu'on établisse une plateforme politique et qu'on fasse monter à l'Assemblée nationale, au lieu des cadres d'un seul parti, l'ensemble des dirigeants représentatifs, des cadres représentatifs de l'opposition, à l'Assemblée où il y aurait une quinzaine de partis issus de l'opposition, la situation aurait été meilleure même au niveau de ce front-là. Malheureusement, le principal parti de l'opposition en ce moment-là, le SDF, a joué solo, a déstructuré cette dynamique, a découragé les Camerounais qui ne voyaient plus la possibilité d'en finir avec ce régime et a créé le lit de repli communautariste aujourd'hui où naissent tous les jours des leaders autoproclamés Messie que Dieu nous a envoyés pour venir sauver le Cameroun, mais qui se contentent malheureusement de ce repli communautariste, chacun voulant marquer son terrain régional. On est dans une situation difficile. Il faut revoir la philosophie, la vision que nous voulons du Cameroun, où doit primer l'intérêt général. Pour rebâtir l'opposition, il faut compter d'abord à faire changer le rapport de force dans le pays, plutôt qu'à vouloir positionner chacun dans et partager le pouvoir. Bien sûr que lorsqu'on partage des députés, des conseillers municipaux, des maires, des conseillers régionaux, ça lui donne une certaine envergure.
Mais lorsque cette envergure se réduit généralement à une petite portion du territoire national, ça ne peut pas créer une dynamique de synergie pour changer le rapport de force qui est déterminant si on veut changer la vie quotidienne de nos concitoyens. Et vous avez souvent accusé vos confrères, ou devrais-je dire collègues, hommes politiques, de rechercher premièrement le positionnement. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait penser à synergie entre les différents partis de politique pour être sûr et certain que l'un finisse par renverser le pouvoir? Je ne les accuse pas. J'établis la réalité des faits. Oui. Vous avez certainement entendu parler du fameux adage que ce sont les rivières qui font le fleuve, c'est pas la bicyclette qui porte l'avion, c'est l'avion qui porte la bicyclette. Ben, tout ça traduit quoi? Traduit un certain sectarisme au niveau d'une démarche consensuelle, synergique, pour amener à changer le rapport de force. Je ne fais que le traduire en mettant en évidence ce qui nous a amené dans une situation aujourd'hui. Je ne vais pas les accuser. C'est une démarche qui est néfaste pour le pays, mais qui caractérise un peu ces partis du fait que plein de cadres de partis de l'opposition considèrent la politique comme un étrier pour monter sur le cheval, comme un ascenseur pour arriver au sommet, comme une cuillère qui amène la nourriture à la bouche. Voilà. Ils ne voient pas, aujourd'hui, dans notre contexte, que c'est la nature du régime qu'il faut mettre en cause. Ce n'est pas qui va remplacer qui à l'Assemblée, qui au Sénat, qui à la présidence de la République. Le problème du camp d'en face, c'est qui va remplacer Biya. C'est leur camp. C'est normal qu'ils réfléchissent ainsi, puisqu'ils veulent perpétuer leur régime. Mais le problème de l'opposition est autre. Le problème de l'opposition est autre, c'est qu'est-ce qu'on va faire lorsque ce régime va arriver à sa décomposition, ou si son principal responsable aujourd'hui n'est plus là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Que voulons-nous faire du Cameroun de l'après-Biya? C'est cette question fondamentale que nous, on doit se poser. Pas qui va aller remplacer Biya à Etoudi, etc. Donc, c'est deux approches différentes. Oui. Anissé Kane, au Mali, par exemple, on a vu des coalitions de partis politiques et même d'associations de la société civile. Au Sénégal, on voit la même chose. Du côté du Tchad, bon, on en a vu également. On peut citer plusieurs autres pays comme ça. En Guinée-Conakry, par exemple. Pourquoi au Cameroun, c'est un morceau difficile à avaler? Vous oubliez que ça s'est fait. En 1990-91, il y avait... Bon, ça c'était en 1900. C'était l'association des partis politiques de l'opposition et des associations. Il y a eu l'Union pour le changement. Oui. Il y a eu d'autres plateformes. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi ça a été difficile après. Parce qu'on a traversé une période difficile après l'échec de fait de 92, où il y a eu des responsabilités. Les gens sont responsables de ce qui est passé en 92. Donc forcément, ça ne se rebâtit pas du jour au lendemain, ça laisse des traces, ça laisse des ressentis. La classe politique s'est renouvelée. Il y a une nouvelle classe politique qui voit seulement les problèmes de façon messianique, de façon sectaire, de façon communautariste. C'était communautariste même. Communautariste, j'étais sûr que oui. venir là. Oui. Mais si vous étiez sûr, c'est que vous le constatez aussi. Oui. Vous avez depuis 2018, jamais les replis identitaires, le sectarisme communautariste n'a été aussi évident dans les réseaux sociaux, dans la presse, dans les débats politiques, etc. Donc ça veut dire que c'est un combat qu'il faut mener. Il faut ramener ces dirigeants, ces nouveaux messies, à un peu plus de raison, à privilégier l'intérêt général, au lieu de chercher en fait à se positionner et à partager d'une certaine manière la responsabilité de la misère de la plupart de nos concitoyens. Vous essayez donc de dire que
l'opposition, la nouvelle opposition aujourd'hui est tellement opposée qu'elle n'arrive pas à arriver à une sorte de consensus. Elle est fragmentée. Oui. Elle est traversée par des courants différents. Notre courant, c'est celui de l'intérêt général, de changer la nature du régime, de changer le rapport de force. C'était la même philosophie en 1990, 91, 92. Celle des nouveaux ou de certains anciens, c'est que chacun pour soi, entre guillemets, Dieu pour tous, que chacun se batte à gagner des positions de pouvoir. Ça donne de l'épaisseur au parti, ça donne pour certains des salaires, une meilleure vie, de jolis costumes, des positions, etc. Mais est-ce que pour autant, depuis qu'on a des députés à l'Assemblée, on a des maires, on a des conseillers municipaux, on a des conseillers régionaux maintenant, est-ce que la situation de l'immense majorité de notre peuple a changé? Est-ce que ce régime a changé? Est-ce que le rapport de force entre l'opposition et le régime a changé? Non. Si vous répondez à ces trois questions, ça veut dire que la voie choisie depuis 93-94 par certains dirigeants et tout récemment depuis les années 2000 par les nouveaux dirigeants messianiques n'est pas la bonne. Eh bien, aujourd'hui, on parle d'une opposition, mais on parle également, je dirais, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'Assemblée nationale. Vous avez parlé de plusieurs petits pans. Est-ce que l'opposition aujourd'hui ne croule pas aussi sous l'obésité du parti au pouvoir? Mais ça va de soi. Mais quand on dit que le rapport de force est en défaveur de l'opposition, c'est ce que ça veut dire. Oui. Mais il ne faut pas attendre de nos adversaires des petits cadeaux. Des cadeaux. On est dans un contexte néocolonial avec en face de nous un régime qui veut se perpétuer, c'est normal. Tout régime, même démocratique, veut se perpétuer. Ce qui empêche, c'est le rapport de force sur le terrain qui empêche que cette perpétuation se fasse de manière correcte, juste et équitable. S'il n'y a pas cette poussée populaire, s'il n'y a pas cette synergie des forces opposées au régime, forcément le régime s'en sort avec tout le maillage territorial, avec la logistique de l'État, avec les finances de l'État et de leurs amis hommes d'affaires, etc. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte si on n'arrive pas à opposer à cette dynamique du régime de perpétuation une dynamique populaire, une dynamique politique populaire de l'opposition. Voilà l'enjeu aujourd'hui. Merci Anissé Kani pour ces différentes réponses. Ça vous amuse beaucoup. Mais non, je suis contente que vous puissiez parler de manière véridique sur notre plateau. Vous en parlez au début comme de la provocation. J'espère vous avoir